la façon dont j'ai quitté le Cameroun. Je m'attendais pas, c'était pas prévu, voilà, c'est juste arrivé d'un coup. Et un beau matin, je me suis retrouvé sur le chemin au fait, à la frontière, déjà au Nigeria. Du coup, pour moi, j'avais vraiment pas prévu ça. J'avais jamais organisé que j'allais quitter le Cameroun. Tu dis d'un coup, mais il a dû se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup tu Ah, prennes la route? oh, ouais, je vais dire ma situation parce que je partais pas à l'école, je faisais rien. J'étais au quartier matin, midi, soir. J'avais rien à faire. Et la plupart, surtout j'étais avec ma grand-maman. Et la plupart des amis du quartier, ils partaient à l'école. Voilà, ils avaient quelque chose à faire durant toute la journée et tout. Mais moi, j'avais rien à faire. J'étais toujours à la maison. Voilà, je faisais rien de beau. Et j'ai un ami aussi qui est arrivé, qui a quitté le Cameroun depuis déjà des années. Il a fait 4 ans et puis il est revenu. Quand il est revenu, j'ai vu dans la façon comment est-ce qu'il est devenu, voilà, il a changé et tout. Et j'ai dit aussi que peut-être ça peut vraiment être une bonne idée pour moi aussi si je quitte parce que j'ai rien à faire autour, et surtout que les amis partent à l'école. Donc voilà, mais j'avais vraiment pas prévu parce que j'avais pas d'argent, j'avais rien. Je crois il y a un jeune du quartier qui est venu m'appeler parce qu'il sait que je fais rien. Et il m'a appelé pour aller travailler dans les champs de pistaches. Et nous sommes partis juste pour quelques jours. Et on n'a même pas eu grand-chose. Mais au moment où on a fini le travail, je crois qu'on a eu un truc à peu près de moins de 200, 150 euros chacun. Moi, je suis pas revenu. Je suis pas revenu parce que c'était pas loin de la frontière. Je suis pas revenu à la maison. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Nigeria. Et d'un coup, au Nigeria, le voyage a continué. Est-ce que tu peux me dire, en fait, pourquoi tu allais pas à l'école? Tu dis que tous les copains allaient à l'école. Pourquoi toi, tu allais pas à l'école? Parce que moi, au fait, moi j'avais refusé d'aller à l'école, je l'ai dit. Et surtout que j'étais avec mes grands-parents, maman aussi, elle n'avait pas assez de moyens pour payer les études. Parce que au primaire, j'allais passer le CAP pour aller en secondaire, en secondaire, pardon. Et elle n'avait pas de moyens pour payer. Donc j'étais obligé de rester à la maison. Donc manque de moyens, situation familiale. J'aurais vraiment aimé aller à l'école. En même temps, je suis un peu la cause de ne pas aussi aller à l'école. Ma mère a toujours souhaité que je continue les études, mais parce que j'étais un peu ce genre d'enfant qui était têtu, voilà, qui veut pas s'élever, qui veut rien faire et tout, voilà aussi. En même temps timide, mais j'avais aussi certains caractères un peu aussi dur, difficile à comprendre que non. C'était rien qu'avec ma grand-mère que je partageais des fois ma tristesse. Et est-ce que tu te souviens du moment où ça a fait tilt dans ta tête et tu te dis, allez, je suis pas très loin de la frontière? Au moment où j'étais en train de travailler, je suis allé travailler le pistache. Est-ce que dès que tu as eu l'idée, tu as pas hésité ou bien il y avait certaines choses qui te faisaient peur ou tu Non, hésitais? en ce moment, j'ai rien ressenti. J'ai rien imaginé, j'ai même pas eu le temps de réfléchir et tout. Est-ce que c'est facile de passer la frontière? Ça a été facile pour moi parce que j'ai rencontré le chauffeur, le passeur dont j'ai rencontré, il parle le même langage maternel que moi. Le monsieur, il a une 4x4, donc c'est pas seulement les migrants, il y a des commerçants qui quittent du Cameroun pour le Niger, du Nigeria pour le Cameroun. Donc, au fait, ils passent avec le passeport légalement et tout. Et ils disent qu'il veut aller acheter dans la marchandise et tout. Et le monsieur, il les prend, il traverse le pont. Et puis directement, il peut les laisser dans la première ville du Nigeria. Donc voilà, moi, je l'ai rencontré, comme on parlait le même langage maternel. Donc, il a juste pris l'argent et puis il est allé au poste, il m'a fait un laisser-passer. Et tout, voilà, c'est comme ça qu'on a traversé. Et voilà, après le Nigeria, la première ville est quand. Donc ça, c'était en 2016. Je me rappelle bien le 20 avril. Et
de Icon, il m'a laissé à Icon et j'ai dormi là-bas. Le lendemain matin, il a envoyé une voiture qui est venue me chercher. Et ça m'a amené à Kano, donc la grande ville du Nigeria. Et de là-bas, on a pris la voiture pour le Niger. Donc du Niger, j'avais plus d'argent. J'étais déjà à sec et tout, j'avais rien. J'ai dormi à la gare. J'étais obligé de contacter ma famille, ma mère. Donc tu avais pas dit à personne que tu partais? Personne n'a été au courant de mon voyage. Personne. Même pas Parce que un ami? personne du tout. Parce que si je disais ça à quelqu'un, j'avais peur. Je savais que peut-être il allait me retenir et tout. Et donc, tu as rappelé ta maman? Elle a passé le téléphone à un monsieur qui vient du Niger aussi. Et qui est son voisin, en fait. Et c'est là, donc, le monsieur m'a demandé je suis dans quelle ville parce qu'elle ne le connaît pas. J'ai dit le nom de la ville. Et le monsieur a dit, OK. C'était un dimanche. Elle m'a dit, mardi. Elle m'a dit, mardi, on va t'envoyer l'argent. Je vais donner au monsieur, il va t'envoyer, vu que lui connaît et tout. Moi, j'étais obligé de chercher le passeport ou bien le nom de quelqu'un par qui on peut recevoir l'argent. Bah, le sécurité chez qui est-ce que j'ai prêté le téléphone pour appeler, c'est lui qui m'a donné sa carte d'identité. Le nom de sa carte et tout, son adresse. Et tout, et puis j'ai envoyé ça à ma maman. En fait, au Niger, quand je suis arrivé au Niger, j'ai dormi à la gare et au fur et à mesure, vu que c'est une porte d'entrée pour la plupart des immigrés aussi, dans la ville où j'étais à Maradi, c'est une ville aussi frontalière, pas loin du Nigeria. Donc il y a beaucoup des immigrés qui arrivent, surtout venant du Cameroun, des Camerounais et des Tchadiens, et on dormait à la gare. J'étais le plus jeune parmi tous ces immigrés. Et beaucoup d'entre eux nous parlaient de la situation de l'Algérie et tout, du Maroc et tout. Donc moi, je prenais juste le temps de les écouter parce que j'avais pas d'argent. Et quand j'ai appelé ma maman, elle m'a dit, bon voilà. Elle a essayé de faire un tout le plus vite possible, m'envoyer un peu d'argent. Et quand j'ai eu l'argent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu comment est-ce que les gens font pour acheter le ticket de bus pour continuer et tout. J'ai observé, j'essaie de me renseigner et tout. Et quand mon agent est arrivé, je suis aussi allé m'acheter le ticket de bus. Et j'ai coupé pour la destination suivante, qui est Agadez. L'argent m'a permis d'arriver jusqu'en Algérie. Jusqu'en Algérie. Parce que quand je suis arrivé à Agadez, c'est des Agadez dont on a payé le passeur. J'étais le passeur, donc j'ai payé l'argent. En fait, j'ai donné presque un taux de 70 000 francs CFA. Ce qui fait à peu près 150 euros. Ouais. Et puis, voilà, je me suis retrouvé en Algérie, à Tamaracet. Donc, de là aussi, j'étais aussi coincé en Algérie. J'étais au ghetto. Tamaracet, il fallait que j'essaye de payer le ghetto avant de quitter. Quand j'arrive quelque part, je rencontre toujours des personnes avec qui je suis. Des grands frères qui me prennent toujours pour les petits, qui essayent toujours de m'orienter et tout. Donc j'ai appelé ma soeur, ma grande soeur. Cette fois, j'ai pas appelé ma mère. J'ai appelé ma grande soeur pour lui dire, voilà, je suis bloqué, j'ai besoin d'argent et tout. Bah, sa réponse était que personne ne m'a envoyé. Que personne? Ne m'a envoyé en aventure. Pourquoi il t'a dit ça? Bah, je sais pas. Carrément, je sais pas. J'étais choqué, j'ai dit de n'importe quoi et puis voilà, j'ai raccroché mon téléphone. J'étais fâchée. J'étais fâché. Après, j'ai appelé ma grand-mère. J'ai expliqué à ma grand-mère que voilà, j'étais coincé, voilà, j'avais besoin d'argent. Ouais, elle m'a envoyé un truc de 100 euros. 100 euros, à peu près 65 000 francs CFA. Et j'ai payé, quand c'est arrivé chez le chef du ghetto, il a enlevé son argent et puis il m'a donné le reste. Et ça m'a aidé d'être un enfant. Parce que j'étais toujours sous les protections, voilà. Et avec eux, j'étais toujours orienté.
Il m'orientait toujours, il me dit voici comment il faut procéder, voici comment il faut faire. Voici comment il faut parler et tout. Et est-ce que tu as eu des difficultés sur la route pendant ton voyage? Non, j'ai pas eu de difficultés sur la route pendant mon voyage. J'ai pas été violenté, j'ai pas eu de conflit pendant mon voyage. Ouais, j'ai senti que j'étais plutôt protégé. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme ça pour tout le monde qui prend la route? Non, pas du tout. Parce que j'ai rencontré des personnes que ça a été vraiment horrible pour eux. Il me restait 2 jours à Agadez pour que je puisse quitter pour l'Algérie. Nous sommes allés dans une ONG qui est juste à la Agadez pour des personnes qui ont besoin de rentrer chez eux volontairement. De là, j'ai vu des personnes avec des genoux cassés qui ont reçu une balle et des personnes qui ont été brûlées avec le fer à repasser, le bas des pieds et tout. Ce sont des personnes qui venaient de la Libye. Donc, ils rentraient de la Libye. En ce moment, il y avait des difficultés en Libye et tout. Donc, voilà, la plupart sortaient de la Libye et l'ONG les gardait chez eux. En attendant qu'on puisse trouver une solution pour eux de retourner chez eux. Et là, vraiment, ça m'a démoralisé, ça m'a découragé. J'avais rien qu'envie de retourner. Et là, ce sont des grands frères avec qui je suis, qui me protégeaient et tout. Ce sont eux qui m'ont motivé. Donc, nous sommes allés voir le pasteur et puis le grand frère l'un des grands frères avec qui j'étais a dit au pasteur que voilà, il peut me mettre dans son convoi et puis on va partir ensemble. Donc, j'étais obligé de repousser. Le pasteur était obligé de repousser mon départ pour que je puisse un peu me remettre avant qu'on puisse partir. Donc, ça m'a permis de me remettre, de reprendre mon souffle et tout. Et est-ce que, justement, ces gens, vous encourageaient à continuer la route ou vous disaient arrêtez? Non, ils ne nous encourageaient pas, ils nous disaient d'arrêter parce que j'ai rencontré un jeune Camerounais aussi. Et il est de même origine que moi. C'est lui qui m'a dit vraiment c'est risqué. Moi, je te conseille de rentrer et tout. Bon, voilà, il a dit lui actuellement, il est en train de retourner, il va plus continuer. Il peut faire rentrer chez lui. Et est-ce que tu as hésité? Tu as failli rentrer? Ouais, j'ai failli. Ça, c'est vrai, j'ai failli rentrer. Si tu avais été seul, tu aurais fait... Je crois, ouais. J'avais pas de téléphone. Donc tu es parti avec quoi en fait? Quand tu as quitté là, quand tu as quitté le Cameroun, tu avais quoi? J'avais juste le numéro. Numéro de ma grand-mère et de ma maman en tête. Dans ta tête? Jusqu'à aujourd'hui. Tu n'avais pas de papier? Rien. Tu es parti sans petit sac? Bah oui, j'avais juste mes vêtements chez moi, ma chaussure, et c'est tout. J'avais rien comme ça. Rien du tout. Ça, c'est de l'aventure. Rien du tout. J'avais rien. Et comment tu faisais pour te débrouiller justement pour la vie quotidienne, pour manger, pour te laver? Bah, je vivais comme tout le monde, dans les gares. Voilà, et avec le peu d'argent qu'on a, on doit manger dans des restaurants déjà au Nigeria, dans les restaurants des Niger. Et en Algérie aussi. En Algérie, au moins, au Yito, on essaye de cuisiner. Voilà, en communauté, puis on mange. Ben, c'est à partir de Oran que les choses ont commencé un peu à s'améliorer. Déjà, j'y travaillais. Et le monsieur chez qui je travaillais, tous les soirs, m'amenait le matin et soir, matin, midi et soir, m'amenait à manger. Quand je suis arrivé à Oran, un samedi et le dimanche matin, nous sommes allés à la Placette. La Placette, c'est à 7 à 10. C'est un lieu où tous les immigrés se placent pour trouver du travail en Algérie. Et là, le matin, dès mon arrivée, il y a une voiture qui est venue chercher quelqu'un pour un travail. Voilà. Et le monsieur m'a vu. Il a dit que non, c'est moi qui veux prendre. Voilà, et c'est comme ça qu'on se séparait avec... Donc, on était juste... Surtout en ce moment, j'avais pas de téléphone, je me rappelle bien. Bah, il m'a dit, il faut aller travailler. Tu connais la maison, si tu peux venir pendant le week-end, tu peux.
tu peux venir. Je dis, bon, ok. Tu fais combien de temps? J'ai fait 3 mois du travail là-bas à la campagne. Et après que c'est fini, la femme, le monsieur a vendu tous les dennes qu'il y avait là-bas. Donc voilà, je suis rentré en ville. J'ai changé de ghetto. Non, je n'étais pas vraiment en sécurité, mais j'ai tenu le coup. Parce que lui-même, il m'a dit que la plupart des jeunes qui viennent, c'est pas lui qui m'a dit, mais il a un ami aussi qui travaille aussi dans ça. Mais lui, il est au village. Et on avait l'habitude de causer, c'est un ancien militaire, donc on causait beaucoup vu qu'il parle bien français. Il m'a dit que la plupart des jeunes qui viennent, ils ne restaient pas. Mais moi, j'ai été courageux et tout. Donc, il m'appelait de revenir travailler, j'ai refusé, je ne suis pas parti. Pourquoi tu te sentais pas en sécurité? Je me rappelle il y a un jour que certains Algériens sont venus, ceux qui ramassent les déchets des dennes, déjà les caca des dennes. Ils sont venus le matin, je dormais, et ils ont essayé de forcer la cabane où j'étais pour ouvrir. Donc, j'ai refusé parce que c'était vers 5 heures du matin, tôt le matin. Donc, j'ai refusé, j'avais peur, quoi. Et j'ai appelé le monsieur, mais lui, il n'était pas là. Il n'est pas venu à l'heure, jusqu'à 6 heures. Donc, je vois, et c'est là m'a vraiment beaucoup marqué. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je me dis peut-être si ils avaient peut-être une idée derrière la tête, ou bien me faire du mal, ou bien pour faire autre chose. Voilà. Et depuis, vu que c'était la fin du travail, voilà, bientôt ça, il allait tout vendre les dendes et tout. Il allait fermer pour attendre d'abord la venue des petits poussins. Et tout, moi j'ai dit, bon, c'est mort, je ne vais plus revenir. Arrivé au Maroc, donc voilà, j'ai galéré comme tout le monde dans des ghettos et tout, dans la rue aussi. J'ai fait 2 tentatives aussi au Maroc pour essayer de la traverser. Tout ça parce que j'étais au ghetto, mais c'était vraiment bas l'objectif que j'avais en tête. Mais quand je suis arrivé au ghetto, c'était en communauté, donc il fallait toujours faire des organisations du genre pour essayer de traverser et tout. Donc, on a essayé, ça n'a pas marché. Et voilà. J'étais un peu découragé, mais bon, je n'ai pas baissé. J'ai fait encore la 2e tentative, ça n'a pas marché. C'est là que je suis revenu. Je suis allé dans un centre d'accueil parce que je ne voulais pas rester au ghetto. Je ne voulais plus aller tenter, je ne voulais plus essayer parce que je sais, si je restais au ghetto, forcément, j'allais encore y faire une 3e tentative. Donc toi, ton objectif, c'était pas l'Europe. Exactement, c'était pas ça. C'était la difficulté qui faisait que c'était pas ton objectif, ou de toute façon, c'est pas ça que tu visais? Tout à fait, c'était pas ça que je visais. C'est là maintenant que je suis allé voir le centre d'accueil. Je les ai expliqué que voilà, je suis maintenant, voilà, je veux aussi rester dans le logement et tout. Bah, c'était difficile quand même d'accepter, mais à la fin, ils m'ont accepté. Et ils m'ont dit pour un moment, ils vont voir si je peux rester. Voilà, et c'est comme ça que j'ai continué à rester là-bas. Et c'était la première année, je crois, qu'ils ont mis ce logement en place. Donc, j'étais parmi les premiers bénéficiaires. Puis, ils ont mis maintenant des formations à nos dispositions et tout. Et moi, j'ai pris de la pâtisserie. D'autres ont choisi ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que j'ai fait 1 an, je crois, parce que 1 an de formation. Et après, j'ai eu le diplôme, mais difficile d'avoir un stage, ça n'a pas été facile d'un coup. Donc voilà, c'est là que j'ai continué. L'année précédente, ça n'allait pas, donc je voulais toujours continuer dans ça, mais j'ai pris la coiffure. Mais la coiffure aussi, j'ai pas persévéré dedans pour longtemps. Et j'ai aussi fait des travaux du genre dans des usines d'huile d'olive, que j'ai rencontré une famille qui m'a aidé dans ça aussi. Et voilà, c'était parfait, ça s'est bien passé aussi. Donc je gagnais aussi un peu d'argent là pour mes besoins, voilà, pour survivre et tout. Donc c'était parfait aussi.
Et de là, j'ai aussi travaillé à la Youn, dans des usines de sardines. Voilà, j'ai fait 2 mois, de 2 à 3 mois là-bas aussi. Bah, c'était pas aussi facile, c'était trop difficile de fois. Non. Et puis j'étais obligé de revenir là où j'étais à Menges. Et là, en ce moment, il fallait voler de ses ailes, quoi. Il fallait être indépendant, prendre la location et tout, il fallait bien s'organiser. Et avec le peu d'argent que j'avais, il fallait que j'essaie vraiment de m'organiser. Parce que chaque saison, je travaillais dans l'usine d'huile d'olive. Donc, et de là, je gagnais un peu d'argent et c'est avec ça donc je peux m'organiser aussi. Bah, après la saison est finie, voilà, c'était aussi pas du tout facile, c'était un peu compliqué. C'est là que je me retrouve. En fait, je crois que j'ai fait 3 ans au Maroc. Ouais, j'ai fait 3 ans au Maroc. Toujours entre la formation, le travail à l'usine. Bah, je crois que j'ai fait 2 ans de travail à l'usine. Et la troisième année que je me suis retrouvé à Tétouan. Et j'ai travaillé un peu dans une pâtisserie. Voilà, après le stage, ils m'ont embauché et tout.